Bonjour à tous. On va commencer tranquillement en attendant les retardataires. Jean-Paul Mattei, bonjour. Député des Pyrénées-Atlantiques, président du groupe démocrate à l'Assemblée nationale. On va aujourd'hui évidemment beaucoup parler de la réforme des retraites, même si ce ne sera pas notre seul sujet. Et à ce propos, je laisse la première question à Chantal Didier sur la séance de cette nuit. Bonjour Monsieur le Président. Vous vous félicitiez hier en conférence de presse du probable retour à un débat de fond à propos des retraites. Est-ce que c'est un vrai débat de fond qui a abouti au rejet de cet article 2 du projet de loi ? Pardon, il me semblait bien que ça ne fonctionnait pas très bien. Oui, à la limite, j'ai presque envie de vous dire oui, il y a eu une discussion de fond, puisqu'il me semble qu'une des raisons du vote, je rappelle que cet article 2 prévoyait un index, en fait, en quelque sorte une contrainte ou une incitation pour les entreprises pour garder les seniors. Et il me semble que sur cet article-là, on a eu quand même un petit débat de fond sur des échanges d'idées, notamment sur la question de la taille des entreprises, de 300 à 50 salariés. Et donc, il y a eu une discussion, plusieurs amendements qui ont été déposés, notamment par nos collègues plutôt LR, qui avaient voulu faire évoluer le texte, d'autres qui étaient sur le principe, qui considéraient que c'était une plaisanterie, cet index. Je pense que ça a été un des premiers moments où on a effectivement... Alors, il y a eu le régime spéciaux, c'est vrai. Il y a eu l'article liminaire où là aussi on a eu pas vraiment un débat de fond, puisque l'article liminaire par définition est nécessaire dans tout projet de loi de financement. Sur l'article 1, il y a eu le régime spéciaux, la suppression, et on a eu un débat un peu étonnant de voir certains groupes vouloir... maintenir des régimes spéciaux alors qu'on pouvait se questionner sur l'intérêt du maintien de ces régimes spéciaux, et surtout une vision d'une certaine égalité entre tous les retraités. Et sur l'article, donc ce fameux article 2, effectivement, il y a eu cette discussion de fond qui fait qu'on est arrivé à un vote contre cet article. Moi, je le regrette parce que véritablement, je pense que on était vraiment sur un sujet particulièrement majeur dans cette réforme, qui est l'employabilité des seniors. Et moi qui suis aussi un entrepreneur, je sais pour moi, il est essentiel de tout faire pour garder les seniors dans l'entreprise. Et parce que c'est très compliqué quand un senior quitte l'entreprise de retrouver du travail. Et pour qu'une entreprise emploie un senior, on a toujours... une petite crainte soit de l'expérience, mais ça, à la limite, c'est pas une crainte, c'est un espoir de dire j'embauche un senior parce qu'il va m'apporter beaucoup au niveau de l'entreprise. Et puis il y a à dire est-ce qu'il va s'intégrer dans une équipe et autres. Alors voilà. Donc pour répondre à votre question, effectivement, et les échanges que j'ai pu avoir avec mes collègues LR, pourquoi ils n'ont pas voté ce texte, je crois que le principe des 300 salariés et 50 salariés a beaucoup joué, semble-t-il, dans la réflexion. Oui, donc c'est une raison tout à fait ponctuelle sur un index senior qu'ils n'ont pas jugé utile, ou bien effectivement à cause des 50 salariés, et non pas un engagement politique. Il ne faut pas en tirer de conclusion générale sur l'attitude... Non, je ne pense pas. Mais pour revenir sur le débat de fond entre les entreprises à 300 salariés et 50 salariés, là encore, moi je pense que... on met en place une inquiétude de dire est-ce qu'on ne va pas alourdir les contraintes des entreprises. Moi, je pense qu'il faut même faire une différenciation entre une entreprise de 5-6 salariés, de 10 salariés, et une entreprise de 50. À partir de 20 salariés dans une entreprise, on commence à avoir ce que j'appelle moi du personnel un peu administratif qui gère, où on a un expert comptable, où on a un commissaire aux comptes. On a des moyens de gérer ce genre de contraintes. Parce que sur le principe, sur le fond de la nécessité de trouver des moyens, d'ailleurs Véronique Louwagie avait déposé un amendement, moi, que j'aurais bien
soutenu, c'était l'amendement. Bon, hélas, là par contre, on a débattu de tout à fait autre chose. On a débattu plutôt de minimum de pension. Sur cet amendement qui était peu de temps avant ce qu'on vote l'article 2, qui était de dire dans tous les licenciements négociés, c'est-à-dire conventionnels, voilà, cherchez le terme, dans tous ces licenciements conventionnels, c'est vrai que si l'entreprise a recours trop souvent au licenciement conventionnel et qui cible particulièrement les seniors, c'était une indication intéressante. Et on nous a dit, la majorité dont je fais partie, a dit oui, mais on a un amendement après, mais ce n'était pas tout à fait la même chose, c'était l'amendement après l'article 2, on est en cours de discussion, moi j'ai été voir l'amendement, c'était pas tout à fait le même sujet. Voilà, je regrette parce que ça aurait été un élément de débat qui montrait que, et c'est pour ça qu'il y a une certaine incohérence entre DLR qui dit je dépose des amendements pour améliorer cet index, puis ensuite on dit on vote contre. Mais j'entends l'argument. Au départ, le texte prévoyait 300 entreprises d'une certaine importance. On est passé à 50 dans le débat, mais je trouve que ce n'est pas un sujet. Alors maintenant, pour rebondir sur votre question plus précisément, oui, je ne pense pas que ça mettra forcément à mal la décision de vote finale du texte. De ce point de vue-là, pour vous, le geste supplémentaire fait par Elisabeth Borne hier concernant les carrières longues, est-ce qu'il vous semblait à la fois utile et nécessaire ce geste, et est-ce que vous considérez qu'avec ce pas supplémentaire fait vers les Républicains, vous le disiez à l'instant, le vote, si vote il y a, de la réforme en première lecture, que ce soit sur l'article 7 ou plus globalement, est assuré, ou qu'en tout cas les Républicains ont des motifs aujourd'hui d'être satisfaits de ce qu'ils demandaient? Oui, alors je ne sais pas si la demande était aussi claire, et c'est un problème de clarification entre ces carrières longues et l'âge de 64 ans. Moi, je relisais encore tout à l'heure l'exposé des motifs de l'article 7 par rapport à ces 64 ans. Bon, je pense que on cherche à avancer sur certaines incohérences entre les 43 ans et les 44 ans. Moi, j'ai toujours dit que il fallait assumer qu'il pouvait y avoir des gens qui cotisent 44 ans. Oui, c'est possible. Dans la mesure où, bon, on est pour un allongement de cotisation. Cet âge de 64 ans, me semble-t-il, et là je manque de recul par rapport aux dernières annonces d'hier, le coût éventuel de cette mesure complémentaire. Je rappelle qu'un des objectifs quand même de cette mesure, de ce texte, qui est un texte financier, c'est d'équilibrer à terme les régimes de retraite par répartition. Donc, l'âge de 64 ans, moi, me semble, c'est un choix, et qui peut être, entre guillemets, une garantie de l'équilibre financier du régime par répartition. Voilà. Donc, il semblerait que cette annonce, qui me semble va dans le bon sens, entraîne un coût complémentaire entre 500 et 700 millions. Je n'ai pas exactement les chiffres, mais il faut qu'on fasse attention de garder notre logique du texte, qui est l'équilibre des régimes de retraite à terme. Voilà. Et j'insiste bien, moi, sur cette notion de retraite par répartition. Actuellement, on a des débats qui vont, et on continuera tout à l'heure, sur des retraites complémentaires. Et vous savez que j'ai pas mal d'idées sur ce sujet. Mais là, pour le coup, je pense qu'il faut qu'on reste sur la ligne de la retraite par répartition avec des cotisations faites par les salariés. Mais à force de faire des concessions, Madame Borne ne va-t-elle pas vider un petit peu l'intérêt de ce texte? C'est-à-dire que justement, je sais pas, d'après monsieur Bruno Le Maire, d'après le ministre de l'économie et des finances, il y a déjà un tiers des recettes escomptées qui ont été amputées. Donc, est-ce que ça rime encore à quelque chose? Je veux dire, est-ce que ça vaut la peine de mettre toute la France dans les manifestations pour des recettes qui resteraient insuffisantes à terme? Alors, je comprends qu'on puisse se poser effectivement ce type de questions par rapport aux mesures qui sont prises. Pour l'instant, il me semble que les équilibres sont encore respectés. On va voir ce que feront. Alors, tout dépend sous quelle forme le texte arrivera au Sénat. Comment nos amis sénateurs le retravailleront, puisque là, on avance sur le texte quand même, sur certains sujets. Bon, alors, je sais que c'est plutôt sur l'article 7 que tout ça arrivera. Je ne sais pas si on arrivera à l'article 7.
il faut qu'on soit vigilant sur le maintien des équilibres financiers. Vous avez parfaitement raison. C'est pas la peine d'aller faire une réforme si au bout du bout, on n'arrive pas à équilibrer. Je vous rappelle qu'on a des hypothèses. On a des hypothèses de croissance, on a des hypothèses de taux de chômage. Tout ça, ça reste des hypothèses. Il me semble que la piste est bonne, l'allongement des cotisations, mais couplé avec des textes qui sont plus loin, les articles 8, 9 et 10, mais sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur la retraite progressive, parce que le texte, il ne se résume pas qu'à un allongement des cotisations. Il a aussi un contenu avec certaines avancées, me semble-t-il. Il faut qu'on soit très vigilant sur l'équilibre financier, vous avez parfaitement raison. À la fin des fins, si... moi, vous savez, je ne suis pas très favorable, c'est un peu la position de François Bayrou sur l'augmentation peut-être des charges patronales, dans certains cas, pour trouver des recettes complémentaires. Moi, je souhaite que pour l'instant, on maintienne cet équilibre avec le texte. Mais il ne faut pas trop lâcher, parce qu'effectivement, il faut être prudent sur les équilibres financiers. Je suis tout à fait d'accord avec vous. J'ai lu quelque part que François Bayrou estimait que le corps cachait 30 milliards de déficit. Donc là encore, si on prend ça en compte, vous partagez cet avis d'abord ? Ah oui, d'ailleurs, quand on a eu l'audition du corps, on mettait ces 30 milliards de côté. On considérait quand même une compensation de l'État. Moi, je reprends la note qui a été établie par le commissaire au plan sur ces sujets. Oui, mais bon, qui s'explique, qui s'explique par des compensations faites par l'État pour certaines exonérations, certaines facilités pour répondre à des besoins. Il y a une compensation. Moi, je pense qu'au bout du bout, si on est sur la logique de la retraite par répartition, et ça me semble normal, il faut que petit à petit, on puisse équilibrer avec les cotisations sociales. Et d'ailleurs, moi, le débat qu'on a pu avoir à un moment sur ce que j'appelle moi les revenus désocialisés, c'est-à-dire les primes, les dividendes salariés, les heures supplémentaires, c'est très bien pour le pouvoir d'achat, mais il faut être vigilant sur ne pas basculer dans des revenus trop non cotisés, si on peut dire. Donc là, il faut être vigilant pour ne pas perdre des recettes. Au rythme auquel avance le texte, même s'il y a peut-être dans les prochaines heures, dans les prochains jours, une certaine accélération, c'est difficile de savoir jusqu'où les députés pourront examiner la réforme dans le temps imparti, c'est-à-dire jusqu'à vendredi soir. Vous avez fait, vous, un certain nombre de propositions. Alors, compte tenu du véhicule législatif, seuls les amendements qui ont été votés à l'Assemblée et qui auront un accord du gouvernement seront retenus pour la lecture au Sénat. Donc un certain nombre de vos propositions ne seront peut-être pas étudiées ni même votées, mais ensuite la CMP et puis éventuellement la navette parlementaire va se poursuivre. Quels sont les aménagements, les propositions sur cette réforme que vous avez faites et que vous aimeriez voir à un moment ou à un autre retenues par le gouvernement? Bon, hier on s'est fait battre sur un amendement sur le malus bonus dans l'article 2. Bon, moi j'aurais bien aimé qu'on puisse le retenir. C'était une mesure un peu plus incitative pour les entreprises, voilà. Bon, on y tenait. Bon, ça n'avait pas été adopté. C'est pas pour ça qu'on n'a pas voté l'article 2. En tout cas, notre groupe n'a pas voté l'article 2. On a la clause de revoyure, mais qui sera à l'article 7 normalement, qui pour nous est importante. C'est un point d'étape et qui nous permet également d'enjamber en quelque sorte les échéances électorales, se dire de manière indépendante, j'insiste bien sur le terme indépendant, c'est-à-dire à la fois Cour des comptes, Conseil économique et social, enfin des organismes autres que le gouvernement lui-même, on puisse avoir un point d'étape en septembre 2027. Donc juste avant la discussion du PLFSS 2028. Ça me semble qu'on ait besoin d'un point d'étape. Pour nous, c'est important. Ensuite, on a des amendements sur ce qu'on appelle une clause de rendez-vous pour les seniors, justement. Pour les seniors, pour les gens qui avancent dans la vie professionnelle, 45 ans, 50 ans, 55 ans. Moi, je trouve que c'est très important d'avoir ce rendez-vous qui n'est pas simplement une visite médicale, qui est également une vraie réflexion sur la carrière. Moi, je dis toujours, dans une vie, on a des étapes de la vie, il y a 30 ans, il y a 40 ans. 40 ans,
on choisit sa carrière, je l'ai déjà dit, je crois, ici même. Et puis, il y a 50 ans, on commence à dire comment je vais vieillir, comment je vais atterrir, comment va se passer ma fin de carrière professionnelle. Et je pense que là, il faut qu'on ait une discussion qui est forte. Moi qui ai l'habitude des petites entreprises, ce dialogue, il se fait normalement, et de plus en plus, avec les salariés, la réflexion, le sens par rapport au travail. Moi, je vois ce qu'on a vécu avec la crise sanitaire. On a un changement complet de vision, du sens de la vie et autres. Et moi, je vois même encore mes salariés que je peux voir se questionnent. Ils disent voilà comment je vais. Et c'est là que s'enclenche tout un tas de systèmes. Retraite progressive, cumul emploi-retraite. Enfin, il y a plein de réflexions à avoir à ce moment-là. Là, on tient à ça. Puis, il y a la situation aussi des femmes qui nous inquiète par rapport à cet équilibre. On sera très vigilant sur qu'il y ait une vraie unité entre les hommes et les femmes par rapport aux carrières. C'est assez technique comme débat. Et on sera ici force de proposition aussi sur la maternité et autres par rapport. C'est pour ça qu'on avait essayé de pousser également sur la décote de 67 ans pour dire pour certaines carrières hachées de la vie, avec des accidents de la vie, de peut-être avoir un regard un peu plus tolérant que 67 ans pour la fin de la décote, pouvoir, dans certains cas, pour des retraites modestes, de pouvoir avoir une autre réflexion, être un peu plus tolérant sur ce type de décote. Il a beaucoup été question ces derniers jours en séance de la question de la retraite minimale, alors qui a été présentée de plusieurs façons d'ailleurs, plus 100 euros, 85% du SMIC, 1200 euros. Est-ce que vous considérez que sur cet aspect-là, un certain nombre d'imprécisions peut-être, dans un premier temps on n'avait pas compris si c'était avec ou sans la CSG, que le gouvernement a un peu gâché un aspect positif de la réforme avec une communication qui n'a pas forcément toujours été suffisamment claire ou précise. Olivier Dussopt ce matin sur France Inter a essayé de préciser les choses pour le nombre de retraités qui auraient droit à une amélioration de leur retraite. Est-ce que ça vous laisse un goût amer ? Je relisais l'exposé des motifs du texte. C'est clairement dit. Hein. C'est pour des durées de cotisation complètes, avec... c'était encadré. Pour une carrière complète autour du SMIC, effectivement, mais c'est vrai qu'au fil des semaines, c'était devenu... Non, mais c'est vrai que dans le discours, et c'est ça dans la communication, il faut être très prudent. Là, je me livre à un exercice devant vous de communication sur lequel je ne suis pas forcément très à l'aise, mais on essaie de faire comme on peut. Mais enfin, je ne suis pas très à l'aise, je me sens bien, hein, je vous rassure, hein, je n'ai pas de stress. Mais il faut faire très attention dans ce qu'on dit. Il ne faut pas donner l'impression à des gens à faire quoi. Il faut être précis. Donc tout de suite, si vous dites 1200 euros, voilà, 0,85% du SMIC, ça commence à devenir un peu... Après, cotisation complète, qu'est-ce qu'on entend par cotisation ? Combien de nombre de trimestres, etc., etc. Ça veut dire c'est quoi ? C'est 30 ans, 43 ans ? C'est vrai qu'on s'y perd un peu et que dans le discours... Donc comme c'est un texte technique, il faut être très très prudent et pas faire croire que des choses qui ne sont pas. C'est quand même une amélioration par rapport à la situation actuelle, et notamment sur le stock. Donc ça, je dirais, ça a été une évolution du texte. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de progrès, c'est pas vrai. Après, il y a entre la retraite, le travail, qu'est-ce qu'un trimestre validé, un trimestre cotisé, tout ça, c'est des éléments techniques. Donc il faut effectivement qu'on soit clair là-dessus. Moi, je considère que c'est un progrès. Après, il y a un autre souci, c'est le minimum vieillesse. Comment fait-on pour... Je regardais d'ailleurs le plus précis, les conditions du minimum vieillesse, quand je suis seul, quand on est en couple. Voilà, donc je crois que c'est tellement sensible, tellement... il faut qu'on soit pas... on fasse pas des annonces comme ça, des effets d'annonce. Bon, est-ce qu'il y a eu des maladresses ou pas ? Moi, je dis quand même que c'est un progrès par rapport à la situation actuelle. Surtout sur le stock. C'est un progrès par rapport à la situation actuelle. Après, vous évoquez la CSG. Là aussi, le problème de la CSG, on le sait bien, il y a différents taux de CSG en fonction même de votre situation de couple. Donc là aussi, je deviens très technique. Ça commence à devenir technique. Sur le net, dans la poche. Moi, je pense qu'il faudrait effectivement dire aux gens qu'est-ce que j'ai dans la poche. C'est ça qui est important.
parle beaucoup de salaire, de rémunération, que ce que j'ai dans la poche à la fin des fins. Même le montant de ma retraite, quel sera dans ma poche. Donc, je crois qu'on doit, nous les politiques, être très clairs sur ce qu'on dit. C'est pas facile parce que c'est un débat technique. D'ailleurs, je crois que le ministre le disait ce matin, c'est une réforme excessivement complexe. Ouais. Certains au sein de la NUPES, et c'était le cas notamment d'Éric Coquerel hier, chez LFI, estimaient que l'examen de la réforme pourrait tout à fait se poursuivre au-delà des 20 jours prévus par l'article 47.1. Alors, sans entrer dans un débat de constitutionnaliste, il y aurait peut-être une marge de manœuvre possible, mais est-ce que vous estimez que politiquement ça aurait du sens, ou est-ce que vous estimez que la teneur des débats jusque-là montre qu'à l'évidence, il n'y aura pas de toute façon de compromis, d'accord possible Alors, on est sur un PLFSS rectificatif. On est sur un texte financier. Bon. Le but étant d'équilibrer les régimes et de les sécuriser. Bon. Le débat ne va pas s'arrêter là. On essaie d'équilibrer le régime, de le sécuriser et donner une visibilité. Mais la relation par rapport au travail, le sens du travail, tout ce qui concerne le cumul emploi-retraite, le tutorat, à mon avis, ça mérite des débats complémentaires. On est sur un texte financier, c'est vrai. Je pense que quand on voit les débats... Moi, j'ai vécu... Olivier Dussopt, je crois, le disait ce matin sur la réforme de 2020, ou 2019, 2020, avec la retraite par points, les débats ont été très longs. Je faisais partie de la commission spéciale. Je me souviens des débats sur l'octroi des points, la fixation de la valeur des points, l'évolution et la suppression des régimes spéciaux, qui étaient beaucoup plus ambitieuses, le tutorat, les carrières hachées, tout ça. Effectivement, la réforme était plus riche. Là, on est sur une logique, parce que c'est utile, encore une fois, j'insiste sur ce texte, me semble-t-il, indispensable pour sécuriser notre régime par répartition. Maintenant, est-ce qu'il faut prolonger les débats ? Je ne suis pas sûr qu'on arrive à aller au bout du débat. Regardez le nombre d'amendements. Certes, il y a un retrait des amendements, mais la volonté du débat, alors, même s'il y a énormément d'amendements répétitifs, moi j'avais fait un petit calcul, c'est minimum 60 jours de débat. Donc voilà, il y a un moment... Puis, encore une fois, cette réforme, elle est ce qu'elle est. Je pense qu'elle permettra d'équilibrer les régimes. Je suis sûr qu'elle ne va pas résoudre tous les problèmes. Mais bon, après, le rythme démocratique fera que... on verra et on aura une rencontre avec les électeurs à ce moment-là, en disant est-ce que ce que vous avez fait est une mauvaise réforme ou pas. Rappelez-vous les débats sur la réforme Touraine. Maintenant, est-ce que beaucoup de personnes ont envie de remettre... Alors, si, certains. Mais globalement, on se dit, cette augmentation, c'est une accélération de la réforme Touraine pour essayer d'équilibrer les régimes. Parce qu'il y a un aspect démographique, parce qu'on est sur la retraite par répartition, parce qu'il y a des actifs qui diminuent par rapport aux retraités. Voilà, ce sont des évidences de la vie. Ce n'est pas un texte statique. Ce n'est pas une réforme définitive, c'est une réforme par définition, parce que ça correspond à la vie, à la relation avec le travail, qui est par définition évolutive. Donc il y a un moment, il faut dire stop, siffler la fin du match, rebondir, et puis on assumera, le cheminement de ce texte. Dans cette perspective-là, est-ce que vous craignez un durcissement du mouvement social ? Jusque-là, les syndicats ont plutôt joué sur le nombre de manifestants et moins que lors d'autres réformes sur les grèves et le blocage du pays. Il y a la perspective peut-être d'un durcissement à partir du début du mois de mars. Est-ce que c'est une inquiétude ? Est-ce que vous estimez que ça vient peut-être à contre-temps ? C'est toujours d'abord respecter les mouvements sociaux, mais je trouve que les manifestations se font avec une grande responsabilité. On a retrouvé le rôle des syndicats à plein qui jouent le rôle.
Bon, est-ce qu'on peut faire évoluer le texte et autres? Écoutez, on verra. Moi, c'est vrai que j'aurais aimé qu'on puisse avoir des ouvertures sur certains sujets. Il y a des blocages. Vous savez, l'âge des 64 ans qui a l'air d'être bloquant, elle est des deux côtés. Hein. Elle est peut-être de notre côté en disant bon, est-ce que 64 ans, moi je considère qu'ils sont nécessaires pour équilibrer les régimes. Mais de l'autre côté, certains syndicats ne contestent pas l'augmentation des durées de cotisation. Donc à la fin des fins, est-ce qu'on a une grande différence? Est-ce que le blocage, je veux dire, avec la durée de cotisation, en fait, dans beaucoup de cas, on arrive à 64 ans, même dans certains cas plus. Alors, sur le blocage des mouvements, moi je respecte les mouvements syndicaux, on verra ce qui se passe, j'espère qu'on est tous en responsabilité, mais il me semble que la loi se fait à l'Assemblée ou au Parlement. Est-ce qu'on peut avoir un micro pour Jean-Michel dans un premier temps? Merci. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Vous venez de parler à l'instant, les syndicats jouent leur rôle. Alors je viens d'entendre sur les ondes, sans vérification, qu'une rencontre est prévue entre les syndicats et la NUPES. Est-ce que chacun est dans son rôle? Est-ce que c'est l'intrusion d'une forme de syndicalisme nouvelle dans le fonctionnement du Parlement, enfin, de l'Assemblée nationale pour le moment? Vous dites une rencontre entre une... Bah, de toute façon, là-dessus, j'ai pas de... Vous me le dites. Des dialogues avec les syndicats, c'est normal que les partis politiques aient une rencontre, mais vous voulez dire une cohésion du mouvement ou bon, de toute façon, la NUPES accompagne, manifeste aussi, reste, je crois, derrière le cortège pour pas... Il laisse les syndicats en première ligne par rapport à ça, mais il me semble que les membres de la NUPES manifestent aussi, sont là avec. Après, le dialogue avec les syndicats, nous, on en a aussi. On a eu des dialogues, on avait fait une journée avec la CFDT pour évoquer les pistes de convergence par rapport à tout ça. Ça, c'est tout à fait ça. Mais la loi, à la fin des fins, c'est nous qui sommes élus. Et encore une fois, je vous dis, on rendra compte devant nos électeurs. Mais en même temps, j'aime pas trop parler comme ça parce que nous, on essaie de faire améliorer le système. On a l'impression qu'il y a deux camps. Il y a un camp qui a envie d'embêter les Français en allongeant les durées de cotisation. Non, on cherche tout simplement à sécuriser le régime de la retraite par répartition. C'est tout. On ne cherche pas à être contraignant. Si on pouvait s'éviter la réforme en allongeant la durée, on le ferait. Bien évidemment, on n'est pas là. C'est simplement en responsabilité, on se dit que c'est la piste. C'est difficile. On se compare avec d'autres pays un peu comme nous en Europe. On voit bien que partout, parce que c'est la vie, on travaille, on vit un peu plus longtemps. Alors c'est vrai que la santé, c'est important. Donc il y a la prévention, il y a pas mal de choses aussi qui sont prévues en matière de prévention. On tient beaucoup aussi à la prévention. Est-ce que le travail est une punition? Il ne me semble pas. Par contre, j'entends tout à fait qu'il peut y avoir de la pénibilité et même de l'inintérêt au travail. Travail qui n'est pas intéressant. Donc, tout ça, il faut qu'on travaille là-dessus. Sur la formation. Vous voyez, tout à l'heure, on disait votre réforme. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Comment je peux rendre le travail intéressant? Puis il y a d'autres sujets. C'est comment je peux aussi impliquer les salariés dans l'entreprise, un peu plus. Donc on peut déborder sur l'intéressement, le partage de la valeur, on en parle beaucoup, de tous ces sujets, vous savez que c'est des sujets qui m'intéressent. Le rapport, on entend beaucoup de discours entre le patron ou les patrons et les salariés. Ce rapport n'est pas... La vraie vie, ce n'est pas une opposition. Un entrepreneur sans ses salariés, il n'est rien. Il n'est rien. Mais les salariés ont besoin, en quelque sorte, d'une structure où ils peuvent travailler. Tout le monde n'a pas envie d'être associé, actionnaire. Un patron, c'est pas possible. Il y a aussi des gens qui ont envie d'être des salariés, d'apporter leur pierre donc à la vie économique. Et cette relation, elle est saine. Donc pour dire, moi en tant que politique, on est ouvert, mais la loi se fait au Parlement. Voilà.
Bonjour Monsieur Mattei, j'avais 2 questions. La première, elle concerne la mobilisation de votre groupe, notamment sur la perte de l'article 2 hier. On voit qu'il y a une grosse dizaine de parlementaires qui manquent chez vous. Et puis, tout de même, vous venez de dire quelque chose il y a quelques minutes sur... vous semblez ouvrir la porte à plutôt un allongement de la durée de cotisation plutôt que cet âge légal qui crispe les tensions. Est-ce que, du coup, vous seriez favorable à peut-être modifier le texte dans cette direction-là ? Alors... Encore une fois, j'évoquais tout à l'heure la complexité du texte et la visibilité des équilibres financiers. On l'évoquait tout à l'heure avec vous. Moi, il me semble, par sécurité financière, il faut garder l'âge de 64 ans. Donc, ça veut dire, indirectement, je vais augmenter les durées de cotisation. C'est-à-dire, c'est 43 ans, mais il faut admettre aussi qu'il peut y avoir, dans certains cas, 44 ans. Ou 43 ans et demi et autres. Bon. Donc là-dessus, moi je suis très prudent. Sans remettre le principe des 64 ans, qui me semble un bon atterrissage, la clause de revoyure, lorsqu'on va regarder, dire est-ce que nous avons les recettes escomptées, est-ce que ça s'équilibre, quelle est la visibilité, est-ce qu'on reste sur les 64 ans, on le fait évoluer. Donc, pour répondre, je ne suis pas sur ce sujet. Je tire les conséquences d'une sécurité de la réforme. Ensuite, vous parlez de la mobilisation de mon groupe, c'est ça ? Oui, il manquait une dizaine de députés. Je fais le tour pour savoir ce qui s'est passé. Je ne pense pas que c'était des questions de refus du texte, pas du tout. C'est un problème de disponibilité. Voilà, j'en ai un ou deux qui sont arrivés un peu tard pour le vote. Vous savez, c'est une course de fond, il faut être présent en permanence. Vous leur avez demandé d'être présents les prochains Ah oui, moi je leur demande d'être présent, bien sûr. Moi ça me semble indispensable, il faut savoir. C'est le minimum, vous savez, on a parlé beaucoup de fatigue des députés et autres. On est là véritablement pour légiférer, même si parfois les débats sont un peu longs, un peu pénibles, mais c'est le jeu démocratique, et je considère, je le dis aux membres de mon groupe, il faut être présent. Il faut être présent, voilà. Et on a je crois qu'on a eu 38 votants de mémoire, tout le monde a voté l'article 2. Il n'y a pas de... Et je ne pense pas qu'il y ait eu des gens qui ont décidé d'aller à la buvette parce qu'ils ne voulaient pas voter l'article 2. Ce n'était pas ça du tout. C'était plutôt des problèmes de... Je fais le tour, des problèmes de disponibilité, de présence. Mais bon, voilà, on a une petite... Oui. On a beaucoup dit sur ce point que c'était quand même les organisations patronales qui avaient fait passer des messages négatifs sur l'index senior et que ça avait pu jouer sur pas mal de députés LR et pourquoi pas sur des députés chez vous. Est-ce que vous n'avez pas été sensible à cette petite musique-là ? Non. Vous savez, moi j'entends ce qu'on peut dire, que le patronat n'était pas forcément favorable à cet index senior. Franchement, moi qui vois dans l'inverse, qui de mon métier a suivi beaucoup d'entreprises et autres, bon, c'est pas une contrainte colossale, hein. Il peut y avoir des conséquences effectivement sur l'équilibre, mais on s'adapte. Moi, je pense que garder un senior dans l'entreprise, c'est une richesse. Très longtemps, je le pense. Mais il faut encore donner les moyens de pouvoir le garder. Après, il me semble que tout ça s'équilibre. Je ne le vois pas comme une contrainte terrible vis-à-vis des seniors, ce qu'on était en train de mettre en place. On était pas mal dans la négociation, dans l'évolution. Il y a eu un débat sur la publication, les sanctions ou pas. Évidemment, si vous avez une logique d'entreprise où vous avez beaucoup de jeunes et puis assez peu d'anciens, moi je vois dans ma propre entreprise, j'ai pas mal de jeunes. Hein, j'ai une moyenne d'âge 35-40 ans. Puis je dois avoir un ou deux... Moi, ça y est, moi je suis hors jeu. Mais il y a une ou deux personnes qui pourraient poser... Alors peut-être que l'index ne serait pas bon, parce que j'ai beaucoup de jeunes. Mais on va s'adapter, on va essayer de... L'idée, c'est de se dire comment je réfléchis à garder les seniors dans l'entreprise. Franchement, dans beaucoup de domaines, ce sont des richesses. C'est compliqué hein, pour une entreprise. Il y a des entreprises qui peuvent, d'autres, il faut trouver des moyens je dirais, d'insertion dans d'autres tâches dans l'entreprise. Je trouve un peu dommage qu'on ne se laisse pas cette chance d'avoir une réflexion là-dessus. Je n'ai pas eu de pression personnellement des syndicats
patronaux et autres, non. Et je suis assez imperméable aux pressions. Je suis sourd sur les pressions. Mais j'en ai pas eu. Franchement, j'en ai pas eu. Non, j'en ai pas eu. Jacques Hébert, indépendant, vous avez parlé vous-même il y a quelques minutes d'un rendez-vous avec vos électeurs. Alors vous arrive-t-il de songer à une éventuelle dissolution ou cela vous paraît-il totalement improbable? Oula, là-dessus, j'ai pas de certitude. Hein. C'est pas moi qui suis maître du bouton qui décidera de la dissolution ou pas. Comment dire? Moi, l'engagement que j'ai, moi, et avec mon groupe, c'est d'essayer de trouver des compromis dans beaucoup de domaines. Et je pense qu'il faut se laisser la chance au compromis. Donc, alors là, on voit bien qu'avec ce texte, ça se tend un peu. On a du mal à trouver des compromis, ce que je regrette. Si véritablement, mais encore une fois, je ne suis pas maître de cette décision. Moi, je ne vois pas la dissolution tout de suite. Je vous le dis franchement, je ne vois pas. En tout cas, je n'y pense pas, ou ça ne m'angoisse pas en tant que tel. Mais ça ne m'empêche pas quand même d'essayer de trouver des compromis pour trouver des accords sur d'autres textes, sur d'autres sujets. Voilà. Il me semble qu'il faut qu'on fasse des pas dans pas mal de domaines. On viendra à un sujet sur le partage de la valeur, sur une plus grande solidarité fiscale. Vous savez que je tiens à certains sujets comme taxation du capital raisonnée et plus solidaire. Voilà. J'entends bien faire entendre cette musique sur certains des sujets. Avançons, essayons de trouver des compromis. Il faut que tout le monde essaie de s'ouvrir pour voir si on veut aboutir à quelque chose. Le combat politique est un combat parfois qui peut sembler de tranchées et autres. Je le regrette. Moi, ça n'a jamais été le sens de mon engagement politique. C'est de trouver des compromis et trouver des atterrissages pour améliorer la vie des Français. Évidemment, on me posait la question sur les 64 ans de durée de cotisation. Si j'avais une autre solution que cet âge de 64 ans, bien évidemment, si je pensais qu'il y en avait une autre, oui, ça ne me gênerait pas de réfléchir. Moi, je pense que c'est une sécurité pour cet équilibre financier. Donc, pour répondre à votre question, je ne suis pas angoissé par la dissolution, je n'y pense pas tous les jours, mais je sais très bien que je ne suis absolument pas maître du temps dans ce domaine. Mais moi, je considère qu'il faut qu'on aille au bout de ce mandat, qu'on travaille, qu'on essaie de s'améliorer. J'ai l'espoir de dire, on parlait de cette réforme qui est effectivement financière, mais essayons d'avoir une vraie réflexion sur le sens du travail, également, on a d'autres sujets, il y aura la dépendance, il y a la solidarité intergénérationnelle. Voilà, je pense qu'on doit accompagner par des textes qui améliorent la vie des Français en ayant la plus large majorité possible. Voilà, mais pas une majorité en pensant au coup d'après. Je voudrais revenir sur l'article 2, parce que certains constitutionnalistes disent que qu'il n'est pas conforme à la Constitution, qui pourrait être retoqué par le Conseil constitutionnel, dans la mesure où une telle disposition ne peut pas être votée dans le cadre d'un PLFSS. Est-ce que c'est aussi votre avis? Oui, on a considéré que c'était un cavalier législatif, certains ont dit, oui. Je ne sais pas, je ne me suis pas assez plongé là-dessus. Je suis en train de travailler plutôt sur l'article 40, sur d'autres sujets, si vous voyez ce que je veux dire, sur la possibilité. Pas certain que ce soit aussi un cavalier législatif. Bon, maintenant, je dirais, il n'a pas été voté. On verra comment il va être réintroduit au Sénat. Après, vous savez, le Conseil constitutionnel, effectivement, c'est lui qui, des fois, ça me gêne. Hein. Ce qui me gêne parfois, c'est que quand un texte a été adopté, il est déféré devant le Conseil constitutionnel. Bon, voilà, donc je ne reviens pas. Moi, personnellement, alors je ne dis pas que je ne le ferai jamais, mais je ne me suis jamais associé à un recours au Conseil constitutionnel contre un texte qui a été voté dans l'hémicycle. Donc maintenant, alors vous allez me dire le contraire, maintenant qu'il a été repoussé, est-ce qu'on a le droit de le remettre ou pas? Voilà, je ne peux pas vous répondre, c'est un débat d'experts. Il y a des deux. J'ai regardé un petit peu, il y a les deux. Voilà, mais je suis sûr de rien. Oui, François Jarvet, Raison Politique.
le macronisme, c'est sur la recherche des compromis, comme vous le dites, à droite et à gauche. Est-ce que vous ne pensez pas qu'avec cette recherche d'une entente avec le LR, ça va se poursuivre sur d'autres sujets? Et est-ce que la majorité macronienne ne va pas aller directement à droite? Droite-gauche, moi je trouve qu'il faut qu'on retrouve des majorités de bon sens sur beaucoup de textes. Vous savez, même chez les LR, on discute, hein, on a des visions. Vous voyez, j'ai un collègue comme Fabrice Brun, on se retrouve sur pas mal d'amendements de sujets. On avait des amendements sur l'exit tax, par exemple, où je le suivais. Je crois qu'il avait voté mon amendement sur les superdividendes, qui avait été voté par la gauche aussi. Est-ce qu'il faut voir le sujet comme ça? Moi, il me semble qu'on n'apprend pas assez à discuter, à dialoguer, à trouver des atterrissages communs. Quand vous me parlez de majorité macronienne, déjà, je préférais parler d'une majorité de bon sens et trouver des bons équilibres. Vous voyez, on va avoir une discussion tout à l'heure sur la suppression, la remise en place de l'ISF. J'ai pu regarder les différents amendements. Si on adoptait ces amendements, qui sont souvent pires que le texte initial qu'on a transformé, on n'a pas supprimé l'ISF, qu'on a transformé, ça voudrait dire qu'à ce moment-là, on a un vrai sujet par rapport à notre économie française et le maintien des activités en France. Donc attention à ce qu'on fait. Donc je pense qu'il faut qu'on ait dans nos démarches toujours une démarche d'équilibre. Voilà. Des stratégies il me semble que la stratégie qui est recherchée, c'est une stratégie sur le fond. Pas forcément sur je m'embarque les LR. Voilà. Par exemple, moi j'ai toujours en tête quand les LR ont voté le PLF, le projet de loi de finances rectificative sur le pouvoir d'achat, on a dit à un moment qu'ils avaient fait un vote comme avec la majorité. Pas du tout. Ils ont fait un vote en responsabilité. Voilà, parce qu'il me semblait que c'était nécessaire d'arriver à ce texte. Il me semble que... alors c'est vrai qu'avec la NUPES, qui est un regroupement... on le voit bien d'ailleurs, j'aime pas parler de fissures, mais est-ce qu'on peut arriver à trouver du bon sens avec des députés? Regardez par exemple la loi ENR a été votée avec le soutien des socialistes. Voilà. Donc droite-gauche, j'ai toujours eu du mal avec cette notion, je vous le dis franchement. Qu'est-ce que c'est qu'être droite? Alors, il y a droite et droite, et il y a gauche et gauche. Mais vous avez ce que j'appelle des positions... alors je fais attention à ce que je dis. Des positions... une volonté d'être réformiste, ce qu'on appelle des partis réformistes. Je pense qu'on peut se retrouver à gauche ou droite, j'en sais rien. En tout cas, moi, il me semble qu'être au centre, et là aussi, j'aime pas trop la notion de centrisme en tant que tel, c'est plutôt une notion de bon sens. Voilà. Tout à l'heure, vous vous félicitiez du débat de fond qui avait repris sur la réforme des retraites. Hier, au vu des débats de ces derniers jours, la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a publié une tribune dans le Figaro pour avertir en disant que zadifier le Parlement, ce serait ruiner la démocratie. Alors on va voir comment se déroulent les débats jusqu'à vendredi soir, mais qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance des premiers jours entre invectives, incidents, sanctions Est-ce que ça vous inquiète, cette image qu'a pu donner le débat parlementaire Comment on résout ça? Alors c'est vrai que l'ambiance est particulièrement tendue, difficile, parfois violente. On a des fois l'impression d'être des spectateurs, de dire mais qu'est-ce que je fais là? Alors, il y a
moi, j'aimerais bien que mes collègues, et je dis pour tous mes collègues, prennent conscience que nous sommes des députés, que nous sommes à l'Assemblée nationale et que nous incarnons quand même ce que j'appelle le creuset de la démocratie. Et qu'on a, me semble-t-il, une attitude à tenir. Et que chaque déclaration qu'on fait, moi je sais que chaque fois que je prends la parole dans l'hémicycle, je fais très attention à ce que je vais dire. Je peux avoir des mots qui dépassent ma pensée, mais il faut... C'est une responsabilité terrible que l'on a vis-à-vis des gens qui nous regardent et des gens qui nous ont élus. Et des gens qui nous ont, même qui n'ont pas voté pour nous, mais qui considèrent qu'on incarne une représentation démocratique. Donc, je pense qu'on a une obligation de respectabilité. Vous savez, moi, quand j'étais maire pendant 16 ans, je réunissais toujours au début, j'ai fait trois élections, je réunissais toujours mon équipe au début, et je disais toujours à mes conseillers, aux conseillers municipaux, pas mais les conseillers municipaux, qui devaient être exemplaires. D'abord, qui seraient moins bien traités que les autres, qui n'étaient pas là pour eux, qui étaient là pour les autres, et qui devaient avoir une attitude exemplaire, à la fois dans l'hémicycle et à la fois à l'extérieur. Voilà. Après, il est normal qu'on ait des convictions, il est normal qu'on les exprime, mais je crois qu'il faut qu'on soit mesuré. Après le jeu des déclarations, on a quand même une dérive des réseaux sociaux, de la vidéo, du coup d'éclat et autres, qui est assez pénible. Voilà. Moi, je ne veux pas donner de leçon, je dis simplement, j'appelle à la retenue, à l'écoute, au respect, parce que ce qu'on est en train de faire, et dans tous les domaines, moi j'entends, c'est vraiment des textes sur le fond et qui sont importants pour la vie de nos concitoyens. On a au moins l'obligation de se respecter mutuellement dans cet hémicycle. Oui, je suis inquiet par la dérive. Maintenant, j'ai l'impression que certains font des déclarations dans l'hémicycle et vous sortez et puis c'est une autre personne. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec ça. J'ai un peu de mal à me dédoubler entre apparaître et faire des déclarations tonitruantes et puis ensuite à dire non, mais c'est pas grave, il ne faut pas le prendre. Non, tout ce qu'on dit dans l'hémicycle est pris au premier degré. Voilà, tout ce qu'on dit dans l'hémicycle est au premier degré. Donc voilà, moi je pense que dans la très très grande majorité de nos collègues, c'est des gens sincères et qui croient en ce qu'ils font. J'ai pas de souci là-dessus. Maintenant, voilà, il faut se maîtriser. Gérard et puis Anita. Oui, Gérard Leclerc. Pour l'après-retraite, on reparle d'une relance du débat institutionnel, aussi bien au niveau des institutions, c'est-à-dire par exemple la proportionnelle, éventuellement le quinquennat, et également au niveau territorial. On reparle de remettre en question les grandes régions. On reparle de revenir au conseiller territorial et plus généralement de relancer d'une nouvelle phase de décentralisation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a été le sens de ma question hier à la Première ministre. Alors la question était double, hein. Elle était pour essayer d'apporter de l'apaisement avec ce qu'on avait vécu et puis ça me permettait de rebondir sur le débat sur les institutions. Comme vous le savez, dans notre niche parlementaire du mois d'octobre, c'était la première niche de ce quinquennat, on avait initialement prévu d'y mettre la proportionnelle de 85-86, qui était départementale, et puis après discussion, échange, on nous a fait comprendre que ce n'était pas tout à fait le moment d'aller mettre ce texte et que ça allait troubler le débat. Moi je l'ai entendu, j'ai dit ok, mais j'ai demandé, on va quand même réfléchir sur les institutions. Donc, effectivement, nous, on est très favorable à ce qu'on réfléchisse sur les institutions. Sur la proportionnelle, intégrale, non intégrale, on est ouvert au débat. Je vous rappelle, la réforme constitutionnelle, là aussi,
enfin la réforme des institutions avortées au cours du dernier quinquennat, on avait une dose de proportionnelle avec beaucoup de choses. On avait là aussi un texte qu'on a un peu oublié, qui était assez riche, bon, qui n'a pas pu aller au bout pour différentes raisons totalement externes. On peut le regretter. Donc oui, moi je pense qu'il faut qu'on remette le débat sur le conseiller territorial, sur la réforme de la décentralisation et autres. C'était dans le programme du président de la République, hein, le conseiller territorial, il l'a mis dans son programme. Moi je pense que les grandes régions, moi je suis de la région Nouvelle-Aquitaine, la région est complètement désincarnée, on a plus de... C'est trop grand. Et moi qui étais assez critique sur les départements, je revois ma copie parce que je me rends compte que le département peut être une structure de proximité. Donc, coupler région, département et autres, moi je pense que ça mérite une réflexion. La loi NOTRe, je ne suis pas un fanat de la loi NOTRe. Moi j'ai vécu le regroupement des intercommunalités avec de très grosses intercommunalités. J'ai toujours dit que, excusez-moi l'expression, big is not beautiful, si je peux dire. Pour moi, je ne suis pas convaincu. Moi, je crois beaucoup à la structure de la commune. Après, les intercommunalités, si vous voulez, on est dans une phase d'apprentissage. Je pense que là, les régions, on a été un peu trop loin. Franchement, on a été trop loin. On n'a pas des régions cohérentes dans les territoires. Avec, notamment en matière économique, on l'a vécu avec la crise, la Covid et l'intervention des régions en matière économique, sur les plans de relance et autres. On manque de visibilité, je dois vous dire, on manque de visibilité. On ne connaît pas son conseiller régional, très très peu. Le conseiller départemental, un peu plus. Mais le conseiller régional, on ne connaît pas du tout. On ne sait pas exactement ce qu'il fait et autres, alors qu'il y a quand même des enjeux très importants dans beaucoup de domaines, transport, économie, éducation, lycée, tout ça, c'est des formations, c'est quand même des sujets excessivement importants. Aujourd'hui, on a du mal à s'y retrouver. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse, à tout ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Anita. J'hésite un peu parce que je reviens en arrière et à votre réponse précédente. Et ma question n'est pas du tout anecdotique. Je voulais vous demander si l'ambiance que vous décrivez, qui est lourde, enfin tout ce qu'on voit dans l'hémicycle, est-ce qu'elle se ressent à la buvette ? Est-ce qu'elle se ressent à la buvette ? Je veux dire, sur le plan... Non, je ne sais pas. C'est ce que je voulais un peu dire quand on se dédoublait. Voilà. C'est vrai. Elle se ressent beaucoup moins à la buvette. Vous avez raison. Mais bon, c'est quand même... pour ça que je dis... pour pas... On peut, moi, j'ai pas de souci de prendre un café ou un verre avec n'importe quel député. C'est pas un problème. Mais ce que je veux, c'est qu'on ait cette même... alors, qu'on défende une idée avec conviction, avec force. Moi, ça me gêne pas. Mais se respecter. À la limite, regretter. Vous voyez, on peut avoir une parole qui dérape. Voilà, c'est arrivé, on a vu ce qui s'est passé très très vite. Il y a des maladresses. Des maladresses. Voilà. Mais quand on se laisse emballer, on voit bien, c'est un peu comme moi qui suis du sud-ouest, sur un stade de rugby, vous savez, un stade de rugby, des fois, il y a ce qu'on appelle une bagarre générale qui se déclenche. Alors je ne souhaite pas qu'il y ait de bagarre générale à l'Assemblée, mais voilà, il faut que ça s'apaise, qu'on tire les leçons de ce qu'on vit et qu'on essaie de se dire oui, on a été un peu trop loin. Est-ce qu'on peut, à un moment ou à un autre ? Mais il faut... le Parlement est un lieu où on parle, où on débat, mais on doit être exemplaire. Moi, je dis qu'on est exemplaire dans le débat. Voilà. Alors, en dehors, heureusement que ça n'a pas la même violence. On se salue, on se respecte, on a tous nos vies un peu déglinguées personnelles parce qu'on est beaucoup à l'Assemblée et c'est comme ça. Donc, il y a une forme d'empathie réciproque. J'aimerais bien qu'elle existe aussi dans l'hémicycle. Voilà. Stanislas Noyer de l'Expansion.
Vous avez réévoqué votre amendement sur les super profits. Est-ce que, alors sans super dividendes, sur les super dividendes, pardon. Et justement, je ne pense pas que vous le représentiez là pour la loi retraite, mais vous êtes là maintenant dans la partie recette du système des retraites. Est-ce que vous envisagez une forme autre qui pourrait être par exemple une augmentation de quelques points de la CRDS sur les dividendes? Certains députés LR ont évoqué ce sujet. Et puis deuxième question à propos vous avez évoqué tout à l'heure sur la décentralisation. Est-ce que vous dites que le conseiller régional n'est pas très connu, mais les responsables d'Interco encore moins, et ils ne sont pas élus au suffrage universel. Est-ce que vous êtes pour qu'ils soient élus au suffrage universel? Alors, je réponds à la dernière partie de votre question. Sur les membres des Interco, oui, ils sont connus. Non, ça je m'inscris en faux. Alors peut-être pas dans les agglos, mais en ruralité, oui, parce que ce sont tous soit des adjoints, soit des maires qui sont membres de l'intercommunalité, et on les connaît quand même. Alors on les connaît plus en tant qu'élus dans la mairie, on les connaît un peu moins dans leur rôle, effectivement, de l'intercommunalité. Oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression que c'est une structure qui est en train de s'approprier les nouveaux cadres, me semble-t-il, à part certaines grandes agglomérations. J'aurais peut-être une vision un peu différente dans les agglos. Voilà, les intercommunalités et dans les agglos, pour moi, c'est un petit peu différent. Je connais mieux les intercommunalités, hein, mais voilà. Maintenant, alors attendez, l'autre question, c'était la première partie, c'était sur mes fameux super dividendes. Voilà. Donc j'insiste bien. L'amendement des super dividendes, c'était chercher une contribution au budget de l'État. C'était pas le partage de la valeur de l'entreprise, hein. C'était une contribution complémentaire sur un dividende qui pouvait paraître accessoire pour l'entreprise puisqu'elle le distribuait au-delà d'une rémunération normale du capital. Maintenant, on n'a pas voulu le réintroduire dans le débat. On l'avait dit d'ailleurs, qu'on réfléchissait à une augmentation peut-être de la CSG pour venir compenser les recettes. J'ai pas voulu. Tout à l'heure, j'ai vraiment insisté sur la logique du financement de la retraite par répartition. Cette sécurité et cette logique de l'actif qui paye pour le retraité. Donc on n'a pas voulu troubler le débat en mettant un amendement, allant chercher d'autres ressources alors qu'elles existent. Hein. Les compensations, elles existent sur la CSG et autres, la CRDS. Il y a une partie qui vient abonder quand même, directement ou indirectement, le budget des retraites. Maintenant, sur la réflexion, oui, on est toujours en réflexion sur ce sujet. Je ne lâche pas comme ça. Mais je ne lâche pas comme ça sur une réflexion entre la contribution des revenus du travail au budget de l'État par rapport à la contribution des revenus du capital au budget de l'État. Voilà. Je dis et j'assume que j'ai un sujet, d'ailleurs Bruno Le Maire l'a un peu dit hier, j'étais content de l'entendre dire, Bruno Le Maire l'a un peu dit hier, oui, on a un sujet entre l'évolution de la contribution du revenu du travail, et avec les retraites, on est au centre du sujet, et la contribution du revenu du capital. Voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus. Et je dis même qu'il y a une différence entre la taxation de ce que j'appelle des stocks et la taxation des flux. Les flux, c'est je crée de la richesse et je permets à celui qui touche ces flux d'avoir la trésorerie pour faire face à la fiscalité. Il ne faut pas qu'elle soit confiscatoire, bien évidemment. Il faut qu'elle soit incitative. Moi, je fais une grande différence. Vous voyez, je ne suis pas un fanat de la taxation des super profits en tant que tel. Je suis plus favorable à la taxation des super dividendes. Parce que l'argent qui est dans l'entreprise, il est utile pour l'investissement, pour la participation, pour la transition énergétique, pour le développement, l'aménagement du territoire et autres. Même une dimension citoyenne, l'entreprise. On a travaillé avec la loi Pacte. Tout ça, il y a des cohérences. Hein. La loi Pacte sur qu'est-ce qu'un objet, qu'est-ce qu'une société, les sociétés par mission et autres. Donc, on a besoin de ce bénéfice pour
remplir, assumer cette mission de l'entreprise. L'entreprise, c'est pas une abstraction, c'est véritablement, moi je dis souvent, c'est un espace de liberté publique, la petite entreprise ou la grande entreprise, et qui a un rôle aussi citoyen. Donc, dans ce sens-là, par contre, quand le bénéfice est distribué, il est normal de rétribuer les actionnaires, j'ai pas de souci avec ça. Mais il y a un moment où la contribution, pourquoi on demanderait à un salarié, je rappelle qu'un salarié, à l'impôt sur le revenu, la tranche, c'est 45%, il y a une tranche. Et que si on met la contribution en plus exceptionnelle, on peut aller à 49% dans certains cas. Alors que le capital, c'est 12,8%. Voilà. Donc... On a légèrement dépassé le temps qui nous était imparti, je vois votre oui, montre. J'ai pas vu le temps passer, excusez-moi. Une toute dernière question, rapide. Oui, monsieur Maté, je vous fais revenir à ce que vous disiez tout à l'heure. Plusieurs députés de votre groupe ont pris la parole là-dessus. Est-ce que vous pensez que votre règlement intérieur des députés est suffisamment fin, notamment sur la question des sanctions, pour faire face à toutes les situations que vous rencontrez dans l'hémicycle ? Oui, vous avez parfaitement raison, parce qu'on a soit un appel au règlement et mention, soit l'exclusion de 15 jours. Après, je vais vous dire, l'exclusion de 15 jours, c'est 15 jours. Voilà. On va pas... Alors, moi, je serais assez favorable, effectivement, dans la gradation, qu'on puisse réfléchir sur ce qui a été dit, d'ailleurs, mais bon, il y a des moments... comment dire, marquer le coup, ça peut être salutaire. Voilà, je pense que ça peut être salutaire. Maintenant, sur la gradation, oui, je pense qu'on pourrait peut-être réfléchir à la fois peut-être des attitudes qui ne sont pas sanctionnées parce qu'on a peur de déraper. C'est compliqué. Moi, en réunion de bureau, nous avons, un avis purement consultatif, les présidents de groupe. Donc, moi, je respecte la décision du bureau. Elle est ce qu'elle est. Il faut faire très attention sur, en quelque sorte, une logique des sanctions entre différents sujets. Voilà. Espérons qu'on n'en aura pas encore trop. Voilà. J'espère vraiment qu'on n'en aura pas encore trop. Mais qu'on travaille sur une hiérarchie. Mais bon, c'est 15 jours. Voilà. Faut pas non plus... Et c'est très bien comme ça. Merci Jean-Paul Mattei, merci à tous. Pas de rencontre la semaine prochaine puisque l'Assemblée fait une pause. On se retrouve la semaine suivante. Merci.